Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Rivage, Rive est à la page, l'émission littéraire de la radio Rive FM. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Gérard Coquet. Gérard a écrit du polar qui est très noir, qui a un style vraiment particulier, donc ça va aussi être formidable de lui donner la possibilité d'expliquer pourquoi il est parti sur les traces des tourbières, etc., des combes, et dans ce niveau de langage, avec des personnages truculents. Pour commencer, je dirais bonjour Gérard. Bonjour Sandrine. Bonjour, nous sommes ravis du coup de vous accueillir sur le plateau de Rive FM. Gérard, vous avez commencé par deux romans qui se situent plutôt dans la région lyonnaise, Les Malfrons. J'ai envie de faire ça dans l'ordre un peu chronologique de votre production littéraire. Hein. Et les deux Malfrons ont vraiment une particularité. C'est un choix de narratologie assez osé. Donc j'ai envie de commencer par cette boutade. Au final, l'histoire est racontée par un chêne. Alors tout est parti d'un gland ? Tout part toujours d'un gland. Non, l'histoire, il me fallait un narrateur pour la raconter. Et il s'avère que, comme elle commence sous la Révolution, pour se terminer aujourd'hui, à la fin de l'histoire, le narrateur aurait eu plus de 300 ans. J'ai pris un arbre pour la raconter, et au début c'est un gland. Voilà. Donc il arrive avec une nonne qui le plante, et cet arbre pousse, et les croyances régionales laissent penser que cet arbre a des pouvoirs. Alors est-ce qu'il en a, est-ce qu'il n'en a pas? C'est à chacun de se faire son avis. Beaucoup au village de Martebrun pensent qu'effectivement le chêne a un pouvoir. Donc le chêne est un personnage, il aurait un pouvoir, en tout cas ça lui donne cette longévité qui lui permet de raconter l'histoire sur plusieurs générations. Et ce gland, qui était donc dans le corsage d'une nonne, se retrouve planté dans la terre par une sorcière. Voilà, alors si vous voulez, le principe c'est que c'est un enchaînement. Le gland arrive avec la nonne rencontre une sorcière, la sorcière entre guillemets, Ernestine a une descendance, et cette descendance est une descendance très particulière, un peu tarée, on va dire ça comme ça. Et plutôt que de faire un roman policier où il se passe quelque chose de grave et que je cherche à savoir qui, quand, comment, pourquoi, je pars avec le problème. Donc je pars avec le problème de cette généalogie crétinisée qui remonte le temps et qui traîne avec elle une malédiction. Et cette malédiction, tout le monde devra la supporter et l'assumer. Voilà, ça c'est le premier tome. Le deuxième tome, Les Mémoires de Mathilde, ça se passe dans un village. Le village est le personnage principal. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'aller à Martebrun, c'est Martebrun qui vous choisit. Les nantis le sont, les pauvres le sont, tout le monde se tient par la barbichette. Et dans cette histoire qui remonte le temps, une femme qui a avalé des couleuvres toute sa vie, Mathilde, va vouloir écrire ses mémoires pour présenter la note de sa vie ratée au village. Et le microcosme va exploser. Voilà, c'est l'histoire de ces deux livres. Donc un livre raconté par le chêne, le deuxième raconté par le village en tant que personnage, comme on l'annonçait aux auditeurs, c'est vraiment des choix de narration qui vous sont personnels, qui sont très originaux, et un ton qui est très, très personnel également. Du coup, nous avons ces témoins sur des générations entières qui assistent à cette décadence, à ces crimes et à ce que les personnages peuvent essayer de faire pour tirer leur épingle du jeu. Moi, je retiens aussi la petite taupe du diable qui essaye de ronger les racines du chêne pour faire tomber sur le village. On a tous une petite taupe du diable dans nos histoires, oui, on en a tous une. Alors, quelle est-elle ? Alors là, bonne question. Par rapport du coup à cette intrigue, il y a le personnage quand même récurrent de Bosco qui est un peu... c'est le lien, c'est le personnage principal, on va dire, c'est le lien entre les deux livres, entre les deux tomes. Beaucoup de personnes qui ont lu ces deux tomes me disent, bon alors à quand le troisième ? Pour le moment, il n'y a pas de troisième, parce que je suis parti un peu sur autre chose, et puis on s'épuise à toujours écrire dans le même contexte, dans le même décor, et ça devient un peu lourd. On ne peut pas toujours se servir des mêmes descriptions, on ne peut pas toujours
se servir des mêmes tics chez nos personnages, donc ça fait du bien de s'évader. C'est pour ça qu'après je suis parti en Irlande. Ça fait du bien de changer un peu d'horizon. Vous diriez du coup que les livres sur Malfron étaient plus proches de ce que vous êtes, ou que finalement les deux univers, que ce soit l'Irlande pour la suite de votre production littéraire et les Malfron, se complètent et vous êtes à moitié lyonnais, à moitié irlandais? Oui, je dirais que je suis à moitié. Le Malfron, c'est ma terre. C'est mon pays, c'est les monts du Lyonnais, c'est la terre des blanchisseurs. Voilà, c'est mon pays. L'Irlande, c'est aussi mon pays parce que ça fait 30 ans que j'y vais et que je vais pêcher à la mouche là-bas. Et j'ai toujours voulu écrire sur l'Irlande. Sauf que c'est problématique parce que j'avais oublié une chose, c'est que l'Irlande, d'abord, c'est une île, et des fois on l'oublie. C'est une terre de conflit. C'est une terre très ancrée dans la mythologie. C'est-à-dire quand un Irlandais ne comprend pas quelque chose, il cherche toujours une référence mythologique à la question qu'il se pose. Et quand je suis parti sur le premier qui s'appelait Connemara Black, je suis parti avec comme dans Malfron d'ailleurs, avec un héros. Et je me suis trompé, donc je me suis trouvé en face d'une page blanche, parce que l'Irlande en fait c'est une femme. Alors elle est très belle, c'est une tête de cochon, c'est une castratrice de médiocre. Et tant que j'ai pas compris ça, je suis resté bloqué. Donc oui, l'Irlande est une femme, elle s'appelle Ciarán mac Taffy. Et vous l'appelez parfois même une banshee, comme si elle avait donc une puissance un peu démoniaque, peut-être celle de régler leur compte justement à tous ceux qui sont passés entre les mailles du système. Hein. Voilà. Alors les banshees avaient bien sûr un caractère un peu démoniaque, mais pas que. C'est-à-dire qu'elles avaient, avant de tuer, le pouvoir de séduire. Donc, elles apportaient quand même du plaisir. Donc, après, elles se débarrassaient. Ça fait donc à quelque chose. Les femmes peuvent aussi apporter du plaisir. Quand même, c'est dingue de dire ça aujourd'hui. Oui, non, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à fouiller dans la mythologie celte. Et un jour, justement, je parlais avec un ami irlandais, il disait, mais je comprends pas votre conflit là entre les protestants, les catholiques. Il me dit, mais c'est vous qui pensez que c'est un conflit religieux. Je dis, quand même, tout le monde est au courant. Il dit, non. Alors, il y a très très longtemps, un roi de l'Ulster qui fréquentait une reine malsaine du Connacht, sous la couette, ils se racontaient des histoires de leur richesse, ils ont tout compté. Et le roi de l'Ulster a prétendu être plus riche que la reine. Et la reine, pour ça, est allée chercher un taureau qu'elle a volé. Et elle s'est retrouvée à égalité de richesse avec son amant. Et ils se sont fâchés. D'où le conflit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, qui est d'origine mythologique. Oui, ça ressemble à un concours de celle qui est la plus longue, mais c'est assez étonnant pour une jeune femme. Voilà, mais la reine d'Epte était une seule personne. Donc sur Malfron, en fait, vous aviez plutôt donc ce personnage qui était Bosco, et puis le chêne, et puis le village, qui étaient des narrateurs qui permettaient d'avoir plusieurs points de vue différents sur l'intrigue et sur ce qui se déroulait à Lyon. À partir du moment où c'était en Irlande, finalement, on ne saura jamais qui était ce personnage qui n'a pas vu le jour. C'est un avortement pour le remplacer par Chiara. Voilà, c'est ça. Donc Chiara devient votre personnage emblématique. Ça devient mon personnage pour toute la trilogie. Donc la trilogie est composée de 3 livres, Connemara Black, L'Aigle des Tourbières, et le 3e, le plus récent, c'est Mayflag. C'est ça. Et 2 titres sur 3, si je ne m'abuse, donc, sont des appâts pour la pêche. C'est ça. Mais également, c'est peut-être une deuxième lecture, Connemara Black, ce n'est pas seulement l'appât pour la pêche à la mouche, c'est aussi, si j'ai bien compris, le nom d'un groupuscule dans le cadre du conflit avec l'IRA. C'est plusieurs choses. D'abord, c'est une équipe de rugby, c'est le nom d'une équipe de rugby à Cliveden. C'est une mouche artificielle pour pêcher la truite. C'est ce qu'on appelle un sauve-bredouille, c'est-à-dire que quand vous ne prenez pas de poisson, vous mettez une Connemara Black et normalement ça marche. Et c'est un groupuscule irlandais qui n'était pas très efficace, mais qui a existé pendant le conflit avec l'IRA. La République d'Irlande aujourd'hui était concernée par le conflit irlandais parce que c'était la base arrière du conflit irlandais. C'est là qu'arrivaient les armes en provenance de l'ETA, de toutes les mouvances de l'époque.
Et c'est là que venaient se ressourcer les combattants de l'IRA par rapport à ceux de l'UVF, qui étaient des loyalistes anglais, on va dire ça comme ça. C'était très violent des deux côtés. La violence du conflit était des deux côtés. Il y avait bien sûr... Alors on a l'impression que c'est comme dans les films d'indiens et de cow-boys, hein, il y a les bons et les méchants. Non, tout n'est pas si simple. C'est pas clair, c'est gris, on va dire. Il n'y a pas de noir et pas de blanc. Du côté des loyalistes, il y avait le Butcher Gang, c'est le gang des bouchers, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la PIRA, qui était le bras armé de la résistance irlandaise, des indépendants irlandais, c'était pas des poètes non plus, hein. C'était... voilà, ils se répondaient coup pour coup. Donc tout était gris, comme le ciel que vous décrivez si bien, comme ces tourbières. C'était complexe, oui, c'est complexe. Vous savez, c'est tristoun, hein, quand même, votre Irlande. C'est des tranches de pluie. Oui, en Irlande, la grosse différence quand je vais là-bas... Ça porte le soleil. Non, c'est que... Non, j'aimerais bien porter le soleil. J'aimerais bien qu'il y ait du soleil, d'ailleurs. Non, c'est que nous, quand on vient de nos pays, on est un peu omnubilé par ce qu'on doit faire, par le temps qu'on a pour faire les choses, etc. C'est exactement l'inverse en Irlande. C'est-à-dire que c'est le temps qui décide de ce que vous faites. Et tout s'arrête quand c'est l'heure d'aller au pub. Et ils vont au pub quand même une bonne partie de la journée. Ou quand il pleut. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Irlande, en février, par exemple, nous, le Météo France nous annonce des vents cataclysmiques à 80 km/h. Moi, j'ai vu des anémomètres se bloquer à 222 km/h en mois de février. Donc, c'est le temps qui décide si vous allez à la pêche ou pas. Si vous allez, quand il pleut, vous allez au pub. Mais tout le monde va au pub. La famille va au pub. La sortie d'école en Irlande se fait au pub. C'est-à-dire que les grand-mères s'installent, attendent que les gamins sortent de l'école pour venir voir. D'accord, oui, j'avais compris la sortie scolaire, j'ai presque eu peur. On entraînait les petits à boire de la Guinness, etc. Non, ils boivent du lait, tout le monde va au pub. D'accord. Donc, dans ce contexte-là, avec cette violence et personne finalement blanc ou noir, on a Chiara qui est quand même du coup impliquée dans ces conflits puisque son père faisait partie du groupuscule de l'IRA et qui se tourne vers la police. Vous appelez la Garda, c'est ça je le dis là ? La Guarda. Voilà. Et elle se tourne vers la police et ça passe quand même mal du coup vis-à-vis... L'histoire de Chiara, c'est que Chiara a perdu son père. Sa mère est morte, elle était très jeune. Elle a perdu son père qui était on va dire un élément modéré de l'IRA, et elle se retrouve prise en charge par le clan. Et le clan la considère comme un bras qui sert à faire à manger, qui sert à... Voilà. Elle est maltraitée, elle le vit très mal, elle épouse de force un type qui est un vrai abruti, qui la cogne un peu, donc elle décide de faire un bras d'honneur à son clan, mais pour vraiment marquer ce bras d'honneur, elle rentre dans la police irlandaise. Donc elle va chez l'ennemi, on va dire ça comme ça. Elle s'éloigne de tout ce monde, qui ne lui plaisait pas forcément, hein, bien sûr. Et le hasard fait qu'on lui demande de retourner sur ses terres, parce que l'ancien groupe dans lequel appartenait son père recommence à faire un peu de la fumée. Voilà. Mais elle y va sans vraiment comprendre pourquoi elle y va. Et d'une certaine manière, elle va avoir en face d'elle... Elle va y régler des comptes aussi. Ouais, elle va avoir en face d'elle tout un tas de dominos qui vont se casser la figure. Et le premier chapitre de Connemara Black, c'est le même que le dernier. Oui, la structure est très particulière de toute façon. Et puis il y a ce choix, choix aussi de prendre le dernier mot du chapitre pour en faire son titre, comme si chaque morceau était des maillons d'une chaîne. Oui. Ça faisait un tout. Et les 3 livres d'ailleurs sont une continuité. Je fais toujours ça, oui. Je fais dans le prochain qui arrive. Ne fais rien comme tout le monde. Non, mais je commence par la fin. Je commence par la fin. Je mets en tête de chapitre la dernière phrase du chapitre. Voilà. Donc il faut avoir fini le chapitre. Je suis pas le seul à le faire. Il y a Yann Manouk qui fait pareil. Manouk qui signe aussi donc, une petite phrase bien sympathique sur la dernière couverture donc, que vous connaissez et qui est très encourageant en disant que c'est très lumineux tout en étant très noir. Voilà.
C'est joli ce contraste. C'est très gentil, très gentil. Mais c'est vrai que du coup, elle y règle des comptes, et puis petit à petit, dans les 2 tomes suivants, l'histoire prend même encore plus d'envergure, puisqu'on comprend que en Irlande, il n'y a pas que l'IRA, il y a aussi finalement des exfiltrés, des personnes qui se réfugient pour fuir des conflits qui, eux, ont lieu dans les Balkans. Voilà, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Irlande garde une caractéristique, c'est que pendant alors je vais peut-être remonter un peu loin, mais ça explique certaines choses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Irlande était neutre, c'est-à-dire qu'elle ne participait pas au conflit. Et les Allemands ont pensé se servir de l'Irlande pour envahir l'Angleterre autrement que par les airs. Et ils avaient monté une opération qui s'appelait l'opération Arthur, qui a capoté parce que ils étaient occupés aussi à Stalingrad à prendre une volée, donc ils avaient d'autres chats à fouetter que d'envahir l'Angleterre comme ça. Par contre, ils avaient établi des contacts. Et ces contacts ont permis à certains dignitaires nazis de pouvoir quitter l'Europe pour aller en Amérique du Sud notamment. Donc les Irlandais ils étaient neutres certes, mais voilà, ils se sont servis un petit peu de tout le monde. Et quand le conflit irlandais est arrivé, ils se sont servis de ces anciennes connaissances, on va dire, pour s'approvisionner en armes. Alors ça venait de partout, hein. Ça venait de l'OTA, ça venait des Brigades Rouges, ils en vendaient aussi, voilà. Tout ça a été imbriqué. Et une partie Il y a même des Italiens qui sont arrivés en Irlande à ce moment-là et qui sont importants pour comprendre l'histoire. Voilà. Et les combattants irlandais sont allés aussi faire leurs armes dans les Balkans. Donc tout est lié. Alors, c'est pas des liens historiques énormes, mais ça a existé. Par exemple, dans les Balkans, il y a eu jusqu'à 300 ou 400 combattants qui étaient des combattants irlandais, indépendantistes. Voilà. Il y a eu des liens qui se sont créés avec ces combattants irlandais indépendantistes, des mafias kosovares, etc., pendant la guerre des Balkans, et la mafia italienne a envoyé en Irlande pour leur donner un peu d'air et leur permettre de se refaire une virginité, on va dire, a envoyé des gens pour les cacher pendant un certain temps en Irlande. Ça, c'est véridique. Après, l'histoire de Syrah, c'est romancé. Oui, bien sûr. Mais du coup, je rebondis sur cette virginité. Ça me permet d'avoir la transition vers ces vierges qui sont du coup des vierges albanaises, et qui sont vraiment donc stupéfiantes. Au final, on découvre du coup dans l'aigle des tourbières, l'aigle étant du coup emblématique de l'Albanie, que pour des raisons qui sont des cycles de vengeance familiale, comme les cycles d'ailleurs que vous évoquiez pour l'Irlande en disant que ça ne s'arrête jamais, finalement ces cycles de vengeance. Il y a du côté de l'Albanie cette règle du Qanun qui fait que pour un code d'honneur, on peut se retrouver dans une filiation à être obligé finalement de donner un statut d'homme à une femme, parce qu'il ne resterait par exemple plus qu'une femme pour venger la famille, et qu'elle prendrait à ce moment-là ce statut de vierge. Voilà. Alors, bon, la transition a été quand même non, mais c'est bien parce que un peu alambiquée, mais en fait, l'Albanie et l'Irlande ont en commun une chose qui se ressemble mais qui est très différente. Oui. C'est le clan. Le clan irlandais, c'est comme les Écossais, il y a des clans de partout. Et en Albanie aussi, il y a des clans. Sauf que la raison d'être des clans albanais, ça a été la résistance à une dictature. L'Albanie, c'est à côté de chez nous, c'est un pays, c'est une anomalie. Il y a 3 millions d'habitants et il y a 700 000 bunkers. Ça a été une dictature communiste à géométrie variable qui a été tantôt stalinienne, tantôt gripiste, tantôt maoïste. Ça a duré 50 ans. Il y avait une police infernale qui s'appelait la Sigourney, et ça a été le premier pays athée d'Europe. Alors que l'Albanie, c'est le croisement
des orthodoxes grecs, c'est le croisement de l'islam, c'est le croisement aussi des catholiques de Croatie, etc. Donc, ce pays qui était à vocation religieuse est devenu athée par la volonté d'un dictateur. Et la seule chose qui soit restée debout en face de ce dictateur, c'est le Qanun. Le Qanun, des traditions finalement plus fortes que tout ce qui allait être foi. C'est un code ancestral qui remonte au XIe siècle, qui était de tradition orale, qui a été mise en place par un prêtre, on va dire, qui s'appelait Lekedi et qui règle tout ce qui se passe dans une société, c'est-à-dire comment vous vous mariez, quelles sont les règles à respecter quand on est une épouse. Si tu trompes ton mari, celui-ci a le droit de te tuer, c'est ton père qui fournit la balle. Allusion, et dans le cortège, le dernier porte la balle qui servira à battre l'épouse si elle a été infidèle, et ça fait partie de la cérémonie. Hein. Ça fait partie, non mais c'est pratiqué. Par exemple, quelqu'un vient manger à la maison, ça sent bon, parce que ça sent bon, ça sent la cuisine, il lève le couvercle de la casserole, c'est un manquement. Un crime capital. C'est un crime capital. Donc, il est condamné à mort. Donc je vais le tuer, puisqu'il m'a manqué de respect. Mais une fois que je vais le tuer, je vais aller voir sa femme, je dis j'ai tué ton mari, elle va me dire bon bah écoute, tu as 1 mois et puis une petite somme d'argent pour mettre que tu vas me donner pour me laisser le temps de me retourner, et toi pour mettre tes affaires en règle. Donc pendant ce mois, elle ne me tuera pas, ou elle ne me fera pas tuer. Une fois que cette Bessa, cette trêve est terminée, elle aura le droit de me tuer. Donc en Albanie, vous avez des terres cultivées, c'est ceux qui portent la vengeance, et des terres incultes, qui concernent les gens qui vont la recevoir, cette vengeance. Et ça, c'est toujours d'actualité. C'est d'actualité, ça ne s'arrête jamais. Non, ça ne s'arrête jamais. Et pour revenir à cette notion de vierge, c'est qu'à force de se tuer entre hommes, puisque un homme est susceptible d'être tué dès qu'il fait la taille d'un fusil debout, il finit par y avoir plus d'hommes dans la ligne. Donc, ils ont inventé un truc qui est vachement bien, quoi. C'est l'égalité de l'homme et de la femme, ils prennent une femme. Ils lui changent son nom, ils la transforment en homme, au plan de la coiffure, de la vêture, etc. Et elle peut tuer et être tuée, et ça continue. Et ça continue jusqu'à ce que quelqu'un, alors c'est peut-être souvent des chefs de bannière, des chefs de clan, décide que ça suffit, mais ça peut durer, je sais pas, 2, 3, 5, 7 générations. C'est sans fin. Et c'est ces clans albanais qui vont aller en Irlande, parce qu'ils traînent avec eux une vengeance, il faut qu'elle se termine. Et on se retrouve avec la Vierge d'Oroche, du coup, qui croise Chiara, et dans son entourage, on a du coup Lyra, on a aussi du coup tout le monde les rescapés du Qanun, ou ceux qui essayent justement de régler les dernières affaires d'honneur, tout comme il y aura finalement aussi des affaires en rapport avec le trafic d'organes, ou en rapport avec le blanchiment d'argent, les escrocs concernant des antiquités ou des objets d'art. Ça finit par être le repère de tous ceux qui ont des comptes à régler l'Irlande. Un peu, oui. C'est une petite île, pourtant. Oui, c'est une petite île, mais bon... Et il y a une île dans l'île. J'ai fait en sorte de vouloir amener en Irlande des choses sur lesquelles j'avais de la doc, je m'étais renseigné, ça m'intéressait. C'est très très documenté. Voilà. Et c'est pour ça que le troisième, dont vous parlez, Mayflight, j'ai mis une petite île en face de l'île. Oui. Parce que c'est presque un cocon plus intime. On se ressource sur... des problématiques qui sont vraiment liées au personnage de Chiara, McMurphy, du coup. Sparfel n'est même pratiquement pas présent de l'épisode, Cunan y est retourné en Albanie, et on a vraiment du coup son personnage fort et fragile en même temps, et grande gueule, et qui cette fois-ci travaille aux côtés d'Interpol. Oui, alors elle a démissionné de la Guardia. Dans le deuxième, elle a démissionné, et on vient la retrouver en lui demandant d'être la confidente, la questionneuse, l'inquisitrice de quelqu'un qui veut se confier, avec en contrepartie la possibilité de pouvoir bénéficier de certaines protections. Une protection de témoin, oui. Et cet homme est un trésorier de Daesh, et il veut bien se confier, mais il demande que ce soit Ciara qui
Chiara qui l'interviewe. Elle ne comprend pas parce qu'elle ne le connaît pas, elle n'en a jamais entendu parler. Et petit à petit, il y a une raison qui a poussé cette femme. Ça va être le déclencheur d'un certain nombre de révélations. Ouais. Et là, mais c'est plus un huis clos, effectivement. Dans cet opus qui est davantage un huis clos, il y a des personnages assez truculents. Et il y a Mrs. Robinson, parfois surnommée Margaret Thatcher. Et puis il y a Cobra qui est hallucinante, un personnage très fort. Oui, j'aime bien Cobra. Oui, moi aussi. Mais on avait certains autres personnages féminins un peu félins, qui étaient un peu comme des anges de la mort, tout en étant finalement hors des limites du bien et du mal. Déjà dans vos opus précédents, les femmes sont souvent très très fortes dans vos histoires. Toujours. Parce que je trouve que une femme a plus de... Comment dire ? Elle a plus d'envergure. Elle possède plus de choses. Un homme, quand il est violent, il est violent. C'est une brute. C'est une brute. Une femme, quand elle est violente, c'est parce qu'elle a des raisons. Elle a plus de raisons. C'est souvent plus calculé. C'est souvent plus... elle veut régler les comptes. Un homme, ça peut se battre comme ça. En Irlande, moi j'ai vu des bagarres dans des pubs, les mecs ils savent même pas pourquoi ils se battent, mais bon c'était l'heure, on va dire ça, et ils partaient comme... Une femme c'est pas possible pour une femme ça. Donc j'aime bien les personnages qui sont des personnages qui ont des raisons, et je trouve que les femmes ont plus de raisons que les hommes. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien les prendre. Elles sont souvent dans la dualité. Elles sont dans la dualité, puis elles ont un côté viril, de toute façon, elles sont en train d'arroser ça. Elles n'ont pas de règles, elles n'ont pas de règles. Voilà, elles n'ont pas de règles, elles sont sans limite, elles sont comme elles sont nature. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que je trouve que, vous savez, pour qu'un livre marche, alors bien sûr ça dépend des lecteurs, parce que d'abord un livre est une rencontre, mais il faut déjà une chose, c'est-à-dire qu'il faut que l'histoire, il faut qu'il y ait de la pertinence et de la surprise, et de l'inattendu. Là, pour le coup, vraiment, c'est truculent, c'est le style qui est inattendu. Je vous conseille vraiment de lire pour le comprendre. Si vous devez faire une publicité pour l'Inde, vous pouvez mettre le Taj Mahal en avant. C'est pertinent. D'accord ? Vous pouvez mettre aussi une très belle indienne avec un t-shirt marqué I Love India qui fait du skateboard. C'est inattendu. Si vous voulez que ça marche, il faut mettre la belle indienne sur les marches du Taj Mahal avec son skateboard. Il faut mélanger tout ça. Il faut le pertinent et l'inattendu. Voilà. Et je me sers des personnages féminins pour faire l'inattendu. L'histoire est pertinente pour des raisons qui sont historiques, mais le personnage féminin me sert à l'inattendu. C'est très inattendu en tout cas, et vraiment truculent au final. Alors c'est vrai que le temps passe et que nous arrivons dans les toutes dernières minutes, Gérard. Du coup, est-ce que vous pensez avoir fait le tour de l'Irlande ? En vrai ou en faux, ou en littérature, je ne sais pas s'il faut le comprendre de manière métaphorique, mais est-ce que vous vous dirigez vers d'autres horizons après avoir finalement terminé cette trilogie sur Chiara ? Alors je vais partir au Québec. D'accord, pourquoi le Québec ? Parce que les Québécois m'intriguent. Je trouve qu'ils sont présentés comme étant très gentils. C'est vrai, on les aime bien, ils sont truculents, ils parlent français, c'est vachement bien. Là, pour le coup, il y aura sans doute de l'argot, etc. Mais quand on gratte un peu, c'est plus compliqué que ça. J'ai commencé le voyage pour aller au Québec, j'y suis allé l'année passée, mais pour voir. J'ai commencé en partant d'Irlande, c'est-à-dire que le prochain bouquin ne va pas se passer de nos jours. L'histoire se passe en 1847, au moment de la famine irlandaise. Il y a quand même un rapport avec l'Irlande. Voilà, donc c'est un Irlandais qui migre au Québec pour plein de raisons, notamment des raisons de famine, et qui va s'installer là-bas en passant par tout ce qui est arrivé aux Irlandais, c'est-à-dire la quarantaine à cause du typhus, etc., etc. Et je vais raconter l'histoire d'une région avec un héros, c'est un peu un road movie si vous voulez. Et le titre du bouquin pour le moment c'est Outaouais. Voilà. Mais ça se passe en 1847, donc ça n'a rien à voir avec Chiara McMurphy, rien du tout. D'accord. J'enverrai peut-être Chiara au Québec avec Cobra plus tard, mais ce sera dans une réserve indienne chez les Atikamekw.
Voilà. D'accord. Eh bien, il faudra vous réinviter pour que vous nous racontiez tout ça la prochaine fois. Je viendrai avec du sirop d'érable. C'est ça. Parce que là, pour le coup, ça fait déjà beaucoup de choses à découvrir et peut-être qu'il y aura moins de tourbières, peut-être qu'il y aura moins de fumier, il y aura moins d'embrun, il n'y aura pas ce vent qui souffle. Mais il y aura peut-être la neige à la place. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, merci Gérard. Et puis, nous sommes ravis du coup de vous avoir entendu parler de vos romans pour Rive FM et pour Rivage. Et puis, très bien. Et puis à très bientôt et à très vite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.